Bonjour à tous, alors aujourd'hui on met de côté les grandes villes, les métropoles, et on part explorer une autre facette de la France. Je parle bien sûr de la France rurale, de ces espaces de faible densité. On a souvent l'image de campagnes un peu endormies, un peu vides, mais vous allez voir, la réalité est bien plus dynamique. Ces territoires sont en pleine mutation et ils ont des atouts vraiment surprenants. Allez, c'est parti, on va décrypter tout ça ensemble. Alors la grande question qu'on va se poser tout au long de ce chapitre, c'est celle-ci. Que se passe-t-il vraiment dans ces grands espaces qu'on appelle parfois la diagonale du vide? Loin d'être à l'abandon, vous allez voir qu'il s'y passe plein de choses. On va essayer de comprendre quelles sont les dynamiques qui animent aujourd'hui les campagnes françaises. On laisse les clichés de côté parce que les faits, eux, sont beaucoup plus intéressants. Et pour commencer, je vous donne un chiffre. Un seul chiffre, mais attention, il change toute la perspective. 100 000. Chaque année, c'est le nombre de personnes qui font le chemin inverse, qui quittent la ville pour aller s'installer à la campagne. Ce n'est pas juste une petite anecdote, c'est un vrai mouvement de fond, quelque chose de puissant qui est en train de redessiner complètement la géographie de notre pays. Bon, pour bien comprendre ce phénomène, voilà le plan de notre cours. D'abord, on va poser les bases, voir de quoi on parle et définir quelques mots-clés super importants. Ensuite, on analysera les deux grands moteurs économiques de ces espaces, l'agriculture d'un côté et le tourisme de l'autre. On verra aussi que tout n'est pas toujours rose et que ça crée parfois des tensions, des conflits. Et enfin, on fera le bilan de tout ça. Allez, on commence tout de suite. Première partie donc, l'autre côté de la France. Mais alors, concrètement, de quoi on parle? Pour que vous ayez une idée, imaginez un peu. Ça représente plus de la moitié des communes en France. Et ça concerne presque une personne sur 5 dans le pays. Donc on est loin, très loin d'un phénomène marginal. C'est une partie immense de notre territoire qui connaît en ce moment même un vrai renouveau. Et ça, c'est un point super important à comprendre. Pendant très longtemps, pendant quasiment un siècle, on a assisté à ce qu'on appelle l'exode rural, c'est-à-dire que les gens quittaient les campagnes pour aller travailler et vivre en ville. Mais depuis la fin des années 90, la tendance s'est complètement inversée. C'est un vrai retournement de situation, une sorte de révolution silencieuse. La population de ces espaces se remet à augmenter et ça, forcément, ça change tout. Ok, avant de plonger dans les exemples concrets, on va faire une petite pause vocabulaire. Il y a 3 concepts, 3 mots-clés qu'il faut absolument maîtriser pour bien comprendre la suite du chapitre. C'est la base, c'est rapide, mais c'est vraiment essentiel. Le premier terme, c'est néo-ruraux. Alors, néo, ça veut dire nouveau. Ce sont donc les nouveaux ruraux. C'est qui? Eh bien, ce sont tout simplement des gens qui vivaient en ville, des citadins, et qui décident de déménager à la campagne. Ça peut être des retraités, mais aussi des familles, des jeunes puis travaillent. En général, ils font ce choix pour trouver une meilleure qualité de vie. Deuxième notion, un parc national. Ça, c'est un territoire qui est protégé. L'objectif numéro 1, c'est de préserver la nature, la faune, la flore, avec des règles assez strictes. Mais attention, ce n'est pas juste une réserve mise sous cloche. C'est aussi un moyen de mettre en valeur ces paysages, notamment en encourageant un tourisme respectueux de l'environnement. C'est un double objectif, et il faut trouver le bon équilibre. Et le dernier mot-clé, qui est super important pour la suite, le conflit d'acteurs, ou parfois on dit conflit d'usage. C'est quoi? C'est tout simple. C'est quand différentes personnes ou différents groupes ne sont pas d'accord sur la façon d'utiliser un même endroit. Par exemple, quand les nouveaux habitants qui cherchent le calme se retrouvent à côté d'un agriculteur qui doit faire du bruit pour travailler, ça crée des tensions. Et on va voir que c'est une situation assez fréquente. Voilà pour le vocabulaire. Maintenant, on entre dans le vif du sujet avec la troisième partie, le moteur agricole. On va voir comment l'agriculture fait vivre ces territoires. Et attention, on est loin de l'image du petit fermier avec sa fourche. L'agriculture d'aujourd'hui, c'est une vraie puissance économique. On va prendre un exemple très parlant pour illustrer ça. Et cet exemple, c'est la Champagne. C'est une région qui est considérée comme un espace de faible densité de population. Mais en termes d'agriculture, c'est un géant, un poids lourd. Là-bas, l'espace n'est pas du tout vide. Au contraire, il est complètement organisé, façonné par une agriculture hyper productive, très moderne et totalement connectée au reste du monde. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette agriculture performante? Eh bien d'abord, on a d'immenses parcelles, avec une culture très mécanisée pour produire un maximum. Ensuite, cette agriculture est parfaitement intégrée à l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire les usines qui vont transformer les produits agricoles. Et enfin, et c'est le cas en Champagne, on a des produits à très haute valeur ajoutée, comme le vin, la viticulture. Tout ça, ça crée de la richesse et beaucoup d'emplois. C'est vraiment un des piliers de l'économie de ces régions. Après l'agriculture, passons au deuxième grand moteur de ces espaces, le tourisme. C'est notre quatrième partie. Et c'est intéressant parce que là où l'agriculture aime les grandes plaines, le tourisme, lui, s'est développé dans des endroits qui à la base sont pleins de contraintes. Je pense bien sûr aux montagnes. Ces contraintes sont devenues de vrais atouts. Prenons un exemple que certains connaissent peut-être, les stations de montagne, que ce soit le Lioran dans le Massif central ou le massif de la Vanoise dans les Alpes.
Ici, la pente, la neige, l'altitude, tout ce qui rend l'agriculture compliquée, eh bien ça devient la ressource principale pour attirer des visiteurs. Et pas seulement en hiver, mais toute l'année. Comment ça fonctionne, ce tourisme de montagne? C'est simple. En hiver, c'est l'économie du ski, des sports de glisse. Et l'été, pour ne pas fermer, les stations se sont reconverties dans ce qu'on appelle le tourisme vert. La randonnée, le VTT, l'escalade. Ça crée énormément d'emplois, même s'ils sont souvent saisonniers. Et comme on l'a vu, ce sont souvent les parcs nationaux ou régionaux qui gèrent cet équilibre entre attirer du monde et protéger le paysage. Bon, on a vu les deux grands atouts, l'agriculture et le tourisme. Mais, et c'est notre 5e partie, il faut aussi voir que cette nouvelle vie dans les campagnes ne se passe pas toujours sans heurts. Quand de nouvelles personnes arrivent avec de nouvelles envies et que de nouvelles activités se développent, eh bien ça peut créer des frictions. C'est là qu'on retrouve notre fameux conflit d'acteurs. On peut identifier 2 grands types de conflits. Le premier, c'est entre le tourisme et la protection de l'environnement. D'un côté, pour développer le tourisme, il faut construire des hôtels, des parkings, des remontées mécaniques. De l'autre, les parcs nationaux veulent limiter les constructions pour préserver la nature. Donc, il y a une tension. Le deuxième conflit, c'est entre les agriculteurs, les anciens, et les nouveaux arrivants, les néo-ruraux. Les nouveaux cherchent le calme. Mais un agriculteur, son tracteur fait du bruit tôt le matin, ses animaux ont une odeur, ce sont 2 modes de vie qui peuvent avoir du mal à cohabiter. Et il y a un autre souci, l'arrivée de ces néo-ruraux fait souvent augmenter les prix des maisons, ce qui rend la vie plus difficile pour les gens qui ont toujours vécu là. Allez, on arrive à la fin de notre parcours. C'est le moment de faire le bilan, de résumer tout ce qu'on vient de voir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces espaces ruraux sont tout sauf immobiles. Ils sont traversés par des changements vraiment profonds. Alors, synthétisant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir pour le brevet? 4 points essentiels. Premièrement, on assiste à un renouveau démographique. Fini l'exode rural, les néo-ruraux arrivent et redynamisent ces territoires. Deuxièmement, ces espaces ont 2 moteurs économiques très puissants. Une agriculture productive et moderne et un tourisme qui fonctionne en toute saison. Troisième point, qui dit nouveaux habitants et nouvelles activités dit conflit d'usage. C'est presque inévitable, ces tensions entre différents acteurs. Et enfin, 4e point, le plus important peut-être, on voit naître un nouveau modèle de campagne. Une campagne qui arrive à combiner une super qualité de vie avec la connectivité et les technologies modernes. Et pour finir, une petite question pour ouvrir la discussion. Aujourd'hui, avec le télétravail qui se développe de plus en plus, avec Internet qui permet d'être connecté partout, la distance entre la ville et la campagne compte de moins en moins. Alors à votre avis, comment cette relation va-t-elle évoluer dans les années à venir? Est-ce que ce rééquilibrage entre les villes et les campagnes ne fait que commencer? C'est une question super intéressante et l'avenir nous le dira. Voilà, ce cours sur les espaces de faible densité est terminé. J'espère que ça vous a plu et que c'était clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres. Ça aide énormément à faire connaître ce travail. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.